Ah, avoir sa maison ou son appartement. C'est le rêve de beaucoup de personnes. Avoir son petit chez soi, aménager l'ensemble comme on le désire, une petite salle de cinéma, une salle gaming, une petite piscine pour l'été. Moi personnellement, mon petit péché mignon, ce serait d'avoir un passage secret ou une pièce secrète derrière une étagère ou une trappe. Avoir une salle de torture à l'abri des regards. Non, là c'est un peu trop et un peu cringe, me direz-vous. Et bah, pour une personne, ça ne l'était pas du tout. Certains ont peut-être compris de quoi on allait parler dans cette vidéo. Je parle évidemment de Henry Howard Holmes. C'était un tueur, clairement, mais qui se servait de sa maison, ou plutôt de son château, comme repère où il faisait ses crimes. Avec lui, si on était invité à dîner un soir, on pouvait être sûr que le lendemain, on ne serait pas de retour à la maison. C'est une histoire incroyable, tellement folle que je m'en étais inspiré pour une série de vidéos. Alors non, c'était pas une série de vidéos où je construisais un château pour torturer les abonnés. Quoique l'idée pourrait être cool. Ne vous désabonnez pas, je rigole. Ce que j'avais fait, c'était une série d'histoires où des youtubeurs, plus ou moins connus, étaient enfermés dans un château du même type, avec toute une trame scénaristique, et j'avais plutôt kiffé faire ça. Peut-être que je le referai à un moment donné. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes prêts. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, mais également à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et on est parti, avec l'agent immobilier Haken, pour visiter le château de la mort, qui a appartenu à Henry Howard Holmes. Avant qu'on pousse la porte de cette bâtisse, qui était Henry Howard Holmes? Né le 16 mai 1860, c'était un jeune garçon qui, comme beaucoup de tueurs, a vécu dans un environnement familial assez complexe, avec un père porté sur la boisson, violent, et une mère très croyante et très pratiquante, qui avait la fâcheuse tendance à fermer les yeux sur les abus du père. Et malheureusement, ce n'est pas en quittant l'environnement familial que le jeune garçon pouvait trouver du réconfort. À l'école, il était également la cible de moqueries, de la part de ses camarades qui n'hésitaient pas à jouer avec ses peurs. Effectivement, pour la bonne blague, ses camarades l'ont forcé à voir et à toucher un squelette, un vrai squelette, parce que le jeune Holmes en était effrayé. En tout cas, il pensait l'être. Vous me direz que c'est un comble pour un tueur en série. Sauf que, étonnamment, le résultat n'a pas été celui escompté. Plutôt que d'être terrifié par le squelette, Holmes s'en est vu plutôt fasciné. Il était fasciné par ce qu'il voyait, mais au-delà de ça, il était fasciné par la mort elle-même. C'est une fascination qu'il va développer ensuite avec le temps, notamment en torturant parfois jusqu'à ce que mort s'en suive des animaux. Pour pouvoir se rapprocher encore plus de ce qui le fascinait tant, Holmes s'est consacré au domaine de la vie. J'entends par là la médecine. Il a fait des études en ce sens. Et en grandissant, il s'est vu atteint d'un autre vice, la cupidité. Alors qu'il était en train de faire ses études, il volait des corps dans les laboratoires pour les défigurer, et ainsi faire passer des morts qui étaient normalement naturelles pour des accidents, et ainsi toucher des assurances vie. Une fois diplômé, officiellement dans le domaine de la médecine, la cupidité de Holmes, elle, ne s'est pas dissipée. Il s'est lancé dans quelques arnaques, avant de se plonger dans ce pourquoi il a été formé, c'est-à-dire le domaine pharmaceutique. Notre homme se lance non pas dans une double vie, mais dans un nombre quasiment incalculable de vies différentes. Il s'est marié plusieurs fois, sans avoir divorcé au préalable, et sans d'ailleurs que ces différentes femmes ne soient au courant de l'existence des autres. Il continue encore ses arnaques, sous des noms différents. Et c'est là qu'on va assister petit à petit à la création de sa maison de la mort. Parce que comme vous pouvez le constater, pour le moment, le seul vice que Holmes peut avoir, c'est la cupidité. Mais sa fascination pour la mort ne s'est pas amoindrie avec le temps, loin de là. Pour le moment, avec ses arnaques, c'est son amour pour l'argent qu'il arrive à combler, mais pas encore celui pour la mort. Alors qu'il est en visite à Chicago, notre bon médecin passe devant une pharmacie qui ne paye en soi pas de mine. Un homme et sa femme gèrent leur affaire tranquillement, et Holmes va se présenter à eux pour prétendre à un poste d'assistant. Il est engagé, et à un moment donné, le propriétaire décède des suites d'un cancer. Holmes se retrouve donc avec la femme de feu, le propriétaire de la pharmacie. Holmes se fait vraiment très bonne impression. La femme qui gère maintenant la pharmacie l'apprécie énormément, parce que notre bon médecin a une très bonne gestion du business. Il rend les affaires tellement fructueuses que, voyant cela, la femme qui elle n'avait pas forcément de connaissances dans le domaine parce que c'était son mari qui était médecin, eh bien accepte de lui vendre la bâtisse. Et vous vous doutez bien qu'acheter quelque chose de la sorte, ça ne se fait pas cash. Tu viens pas avec ton petit billet de 5 € et hop, la bâtisse est à toi. Ça prend un certain temps et ça demande également pas mal de finances. Et généralement, ce qu'on peut faire à notre époque, ce sont des prêts pour payer cash le montant et ensuite on rembourse le prêt par mensualité.
Et bien dans ce contexte-là, c'était à peu près la même chose. Holmes ne comptait pas payer la bâtisse d'un coup, il n'avait pas les moyens, mais par contre, avec une affaire fructueuse comme il l'a développée, il pouvait faire des paiements en plusieurs fois. Mais à un moment donné, il y a eu un couac. Holmes a tout bonnement arrêté de payer les traites qu'il devait à la femme qui lui a vendu la bâtisse. Cette femme, mécontente, a engagé des poursuites judiciaires à son encontre, et mystérieusement, très rapidement après, elle n'a plus donné aucun signe de vie. Évidemment, toute cette affaire est au bénéfice de Holmes, donc vous devez certainement avoir une idée de ce qui a pu se passer. On retrouve donc à Holmes maintenant sans dette, aux commandes d'une affaire florissante, et notre cher ami, qui n'est pas notre ami tant que ça, en tout cas on ne le souhaiterait pas, prend une décision. Il voit plus grand. Il décide d'acquérir un terrain qui se trouve en face de la pharmacie. Il y fait construire une bâtisse de 3 étages. Une bâtisse tellement imposante que les locaux n'appellent pas ça une maison, ils appellent ça un château. C'était un bâtiment qui dénotait quand même pas mal de l'architecture de la ville. Généralement, on pouvait apercevoir ce genre de bâtiment un peu plus en recul de la ville. Donc c'était quelque chose qui attirait naturellement les regards. Ce qui va bien sûr, dans le temps, avantager grandement Holmes dans le fait d'avoir de nouvelles victimes. Maintenant que le château de la mort a été construit, laissez-moi vous inviter à l'intérieur. Mais attention, généralement ceux qui entrent dans cette maison sans fin n'en ressortent jamais. Le rez-de-chaussée est consacré à la vitrine sociale de Holmes. Rien de dramatique, rien de creepy, rien d'horreur. Une pharmacie et quelques commerces. De quoi cacher les réelles activités de ce bon docteur qui se dissimule en réalité aux étages supérieurs. On a des escaliers menant nulle part, des pièces labyrinthiques, des trappes, des portes menant vers l'extérieur et des fenêtres donnant sur un mur de briques, des salles d'observation avec des miroirs sans teint, des pièces non éclairées. Tellement de pièces qui n'ont pas leur place en soi dans une maison et qui vont permettre à Holmes de s'amuser avec ses victimes. La construction d'une telle bâtisse aurait pu attiser les curiosités, mais Holmes s'est assuré que ce ne soit pas le cas, en faisant appel à divers constructeurs pour construire telle ou telle partie de la maison. Par exemple, un constructeur a construit le rez-de-chaussée à gauche, le premier étage à droite, donc personne ne savait réellement ce qu'il construisait. En plus de ça, les constructeurs n'avaient pas les plans de toute la bâtisse. Une seule personne connaissait réellement la disposition de la maison, c'était Holmes. Nombreuses sont les victimes qui ont apporté les couloirs de cette maison de la mort. Aucune n'en est sortie vivante. D'ailleurs, nous ne savons pas avec exactitude combien de personnes sont décédées en ces lieux. On ne peut qu'avoir un chiffre qu'on a estimé à une centaine de personnes. Mettons-nous maintenant dans la peau d'un visiteur. Un visiteur que Holmes avait prévu de tuer. Ça pourrait être l'un de ses amours, quelqu'un qui cherchait un toit pour la nuit, un domestique. Vous avez le choix de qui vous voulez être. Sachez que Holmes, lui, ne faisait aucune distinction sur la qualité de ses victimes. Holmes, un homme charmant bien sous tout rapport, vous invite à passer la nuit. Vous êtes en recherche d'un toit, il fait froid dehors, et on dirait bien qu'il va pleuvoir. Donc cette offre tombe vraiment à point nommé. Holmes vous invite dans sa demeure, vous passez par les commerces qui composent le rez-de-chaussée. Il y a peu de monde, et il vous dirige vers un escalier. Il vous arrête avant de passer aux étages supérieurs pour vous questionner sur votre assurance vie. Vous répondez à votre hôte, et ensuite il vous invite à gravir les escaliers. Vous l'entendez, vous suivre, et il vous demande de pousser la porte qui se trouve juste devant vous. Une fois la porte passée, vous entendez un claquement qui vous fait vous retourner. Vous êtes seul dans cette pièce, une pièce sombre, sans éclairage. Là, vous commencez à vous demander ce qu'il se passe, et à peine vous commencez à paniquer. Vous sentez une légère odeur piquer vos narines. Vous commencez à perdre connaissance pour ne jamais vous réveiller. Vous êtes tombé dans le piège de Holmes, et cela vous a coûté la vie. Il a propagé un gaz dans la pièce où vous étiez, qui vous a asphyxié, et ensuite il a jeté votre corps au travers d'une trappe. Il est maintenant prêt à récidiver avec une nouvelle victime. Voilà par exemple l'un des nombreux scénarios qui pouvaient se jouer dans ce château de la mort. Vous pouvez vous considérer chanceux. Ce scénario-là n'incluait pas la torture, la mutilation, ou l'enfermement dans un coffre-fort, où la victime voit sa vie la quitter lentement, à chaque respiration. Après vous avoir assassiné, Holmes va procéder à toutes les démarches nécessaires pour pouvoir toucher votre assurance vie. Vous voyez qu'on a affaire à un homme cruel, méthodique. On pourrait se demander si un jour il a été arrêté. Eh bien oui, il a été arrêté à un moment donné, mais pas pour les raisons que vous croyez. Pour vous dire les choses très simplement, il n'a jamais été inquiété pour toutes les personnes qu'il a assassinées dans son domicile. Car vous ne vous en doutiez peut-être pas, mais ses activités au sein de son château de la mort ne constituaient qu'un fragment de son activité criminelle. En effet, comme d'autres tueurs, il opérait également sur d'autres terrains, et c'est d'ailleurs là qu'il s'est fait prendre. Suite à un énième mariage, Holmes est parti en lune de miel,
où il a acheté des chevaux à l'aide de faux documents. Il a été arrêté à cause de cela. Sa nouvelle femme a payé sa caution, mais maintenant Holmes se retrouve dans une situation délicate. Effectivement, sa caution ayant coûté pas mal d'argent, il se retrouve ruiné. Et qu'est-ce que Holmes sait le mieux faire pour retrouver une certaine fortune? Des arnaques. Il va donc mettre en place une énorme arnaque. C'est ce qu'il va faire avec un complice, plusieurs même, mais l'un va être très important, qui s'appelle Benjamin. Le plan est très simple. Benjamin doit souscrire à une assurance vie qui va rapporter très gros, et ensuite il va devoir simuler sa mort dans une explosion. Holmes va ensuite aller reconnaître le corps qui ne sera pas Benjamin, pour dire qu'en fait c'était bien lui, et ensuite il va toucher l'assurance vie qui sera redispatchée entre Benjamin, la femme de Benjamin, quelqu'un qui va aider à l'arnaque du nom de Marion, qui est un homme, et Holmes en personne. On a donc 4 personnes qui sont au courant de cette arnaque, de grande envergure. Sauf qu'il y a un détail dont seul Holmes a connaissance, c'est que lui ne compte pas mettre une autre personne dans l'explosion, il compte réellement assassiner Benjamin. Donc il va enlever une personne dans l'arnaque, il va augmenter sa part du butin, mais personne d'autre n'est au courant. Tout se passe comme prévu, sauf pour Benjamin qui lui est réellement mort. Holmes se présente ensuite pour aller reconnaître le corps, parce que le corps est assez défiguré. Vous imaginez bien qu'un corps pris dans une explosion ne reste pas intact, sauf que là il va faire face à une certaine surprise. Un des enfants de Benjamin, Alice, se présente également pour la reconnaissance du corps. D'un côté c'est une aubaine pour Holmes, parce que elle reconnaît effectivement son père, Holmes également, donc ce côté-là de la conspiration fonctionne. Mais ce qui est problématique, c'est que la femme de Benjamin, elle, pense que son mari est toujours en vie. Donc il ne faut absolument pas que Alice, la fille de l'homme mort, ainsi que sa femme, ne se rendent compte, sinon ça pourrait mettre à mal la conspiration qui a été mise en place. Rapidement, il décide de monter un plan. Il va envoyer la femme de Benjamin à New York, et lui dire que c'est là-bas que son mari l'attend, et il va partir avec les 3 enfants de Benjamin, dont Alice. Il va donner comme élément de persuasion que c'est pour ne pas être repéré facilement. Ils vont faire un voyage en 2 parties, la femme partira en première, et Holmes, avec les enfants, les rejoindra un peu plus tard, avec un trajet différent. Holmes n'avait bien sûr pas l'intention de ramener ses enfants. Ce qu'il a fait, c'est qu'il les a tous les 3 assassinés. Ils étaient âgés de 8 à 14 ans. Holmes n'a eu aucune pitié. Il y a une personne dans cette arnaque dont on n'a pas encore vraiment parlé. Ce conspirateur, c'est Marion. Il va dénoncer Holmes parce qu'il est en colère, parce qu'il s'est fait lui-même duper par notre médecin, parce que Holmes ne lui a jamais transmis sa part du butin. Donc Holmes a été arrêté. On a analysé un petit peu le parcours qu'il avait fait, et on a retrouvé le corps des 3 enfants qu'il a assassinés. Il a été jugé pour cela, condamné à la pendaison. Son dernier souhait a été d'être enterré dans du béton, pour éviter que des personnes en colère ne mutilent son corps alors qu'il est décédé, ne le souillent, alors que lui-même n'avait aucun scrupule à le faire, à ses victimes dans son château de la mort. Il y a eu beaucoup d'enquêtes vis-à-vis de ce médecin, notamment sur le fait qu'on voulait savoir s'il avait commis d'autres meurtres. Mais malheureusement, les horreurs qui se sont passées dans son château demeurent encore mystérieuses. Effectivement, la bâtisse a pris feu, mystérieusement, n'en laissant que des débris. Tout ce qu'on sait sur Holmes vient de sa propre bouche, parce qu'il se trouve que parfois, il avouait tout ce qu'il avait fait, parfois il revenait sur sa parole, à d'autres occasions il disait être possédé par le diable, donc on n'a jamais su réellement démêler le vrai du faux de son histoire macabre. Ses descendants ont également une affirmation supplémentaire sur la vie de notre tueur. Pour eux, il est clair, ils ont apparemment toutes les preuves en leur possession que Henry Howard Holmes était également le tueur le plus mystérieux de notre histoire, Jack l'Éventreur. Malheureusement, c'est l'un des nombreux secrets que Holmes a emporté avec lui dans sa tombe. Les amis, on en a fini pour cette histoire assez incroyable. C'était une histoire assez folle. J'espère que ma narration de l'affaire Henry Howard Holmes vous a plu. Je suis pas allé forcément trop dans les détails, je voulais plus venir sur qu'est-ce qui l'a amené à faire sa maison, comment elle était, qu'est-ce qu'il a pu y faire, en essayant un petit peu de vous mettre dans la peau ici d'une de ses victimes. J'espère que le travail aura été réussi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!